L'homme est un être habitant, ce qui veut dire que nous ne parcourons pas le monde comme un escargot avec notre maison sur le dos, mais qu'au commencement, nous sommes nus, dépourvus de toit, sans abri. L'abri, c'est la sécurité. C'est un besoin fondamental. Quand on parle de la relation entre habitat et bonheur, il faut comprendre que l'habitation est un lieu qu'il faut s'approprier. Tout le monde n'a pas besoin du même type d'habitat pour être heureux. Et il faut avoir la possibilité d'en changer en fonction des étapes de sa vie. Étant donné que notre logement reflète notre identité, on peut juger du bonheur d'une personne à travers son habitat. C'est sans maison que nous venons au monde. Nous sommes des escargots qui doivent se trouver un domicile. Ce qui rend la vie harassante. D'un autre côté, contrairement aux gastéropodes, je peux déménager si je n'aime pas mon logement. Mais quel est le rapport entre bonheur et habitat ? De combien de mètres carrés ai-je besoin pour mon épanouissement ? De quel aménagement et quelle doit être la vue par la fenêtre ? La ville peut-elle rendre heureux ? Ou ai-je fondamentalement besoin, en tant qu'être humain, de la campagne et des grands espaces naturels autour de moi ? Je vais rencontrer deux personnes qui vivent dans des lieux très différents et qui semblent pourtant heureuses toutes les deux. Matthias Heitzler a travaillé dans la mode et l'immobilier. C'est depuis toujours un passionné d'architecture. Guère étonnant qu'il habite l'une des barres d'immeubles les plus insolites de Berlin. 135 mètres de long, 17 étages, la Corbusier House, à côté du stade olympique. Mon autre interlocutrice est Patricia Zachau. Elle a laissé la ville derrière elle et s'est réinventé une vie à la campagne, en tant que bergère. Sa ferme s'appelle Lykke, ce qui signifie bonheur en danois. Elle passe les mois d'hiver dans une petite cabane de chantier au milieu de nulle part. Dans l'ouest de Berlin s'élève une utopie urbaine des années 1950. Une machine à habiter, conçue par l'architecte franco-suisse Le Corbusier. Elle devait à l'époque accueillir 1200 personnes et être une petite ville en soi. Le Corbusier ne laisse pas indifférent, soit on l'adore, soit on le déteste. Pour les uns, ces unités d'habitation sont des productions conceptuelles invivables. Pour les autres, elles incarnent le rêve d'une ville verticale entourée de verdure. C'est ici que vit Matthias. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Quel bâtiment insolite. Insolite et beau. Oui, je peux entrer ? Je t'en prie. Tu peux tout de suite aller profiter de la vue. Dément. C'est beau, non? Oui. Depuis quand vivez-vous ici ? Nous sommes dans cet appartement depuis 10 ans, mais dans l'immeuble depuis 32 ans. Nous avons déménagé. Les appartements sont tous identiques ? Ils sont tous différents. En bas, c'est la même surface. Suis-moi. D'accord, je te suis. Ce qui est génial, c'est qu'on voit tout Berlin. La ville est à nos pieds. Pour des Corbusiens comme nous, c'est un enchantement perpétuel. Des Corbusiens ? Oui, c'est le terme. On a la même vue au-dessus. Ah, c'est le stade olympique là-bas. Tout à fait. Je ressens toujours l'appel du vide. Tu connais ? Non. L'envie irrésistible de sauter ? Ok. Alors recule-toi un peu. Promis, je sauterai pas. L'été ici, c'est... Grandiose. Et le mieux, c'est le soir. On a une vue imprenable depuis toutes les fenêtres de l'appartement. C'est ce qui rend cette architecture si formidable. C'est comme habiter une maison suspendue en l'air. Et s'il a fait cette rambarde arrondie, il y a une raison. De cette façon, le soleil arrive 2, 3, voire 4 minutes plus tôt sur le balcon. Le Corbusier adorait le soleil. La lumière était cruciale pour lui, et il l'a exploité au maximum. La lumière du jour est quelque chose dont nous avons besoin pour vivre, qui nous rend heureux et nous met de bonne humeur. Aujourd'hui encore, les surfaces bien éclairées restent une constante dans les projets immobiliers, ainsi que les logements traversants que l'on peut aérer. Le modernisme reconnaît comme grand principe la lumière et l'air, son credo étant de la lumière et de l'air pour tous. En revanche, ce courant architectural ne prend pas en compte d'autres besoins. On ne peut pas exposer totalement les gens avec des fenêtres qui vont du sol au plafond.
Cela ne fonctionne pas. On ne peut pas vivre à l'aise comme ça. Idem avec des murs blancs et un ameublement trop austère. Tu as toujours été un citadin? J'ai grandi tout près de Fribourg-en-Brisgau. Et j'ai toujours été très attiré par la ville. Nous sommes urbanistes et nous apprécions ce style de vie quelque peu contraint par l'espace. Mais cette vie comme dans une ruche n'est pas particulièrement naturelle. Chacun est dans sa boîte. C'est très urbain. Sauf que chacune de ces boîtes abrite une vie particulière. Chaque porte d'entrée s'ouvre sur un monde complètement différent. Au fond, chacun se construit son nid où il sera heureux. Et en cela, cette unité d'habitation est fantastique. Est-ce que tu pourrais t'imaginer un jour tourner complètement le dos à la ville, couler tes vieux jours au vert? Je n'ai pas assez d'imagination pour ça. Jamais, au grand jamais. Never, ever, ever, ever. Nous avons vécu pendant 7 millions d'années dans la nature. Ce n'est que depuis l'industrialisation que nous vivons entassés dans les villes. Ce n'est donc pas naturel. Mais ces 2 derniers siècles n'ont pas modifié notre génétique. Pas de souci, elle sait ce qu'elle a à faire. On va aller voir les moutons. Lux est en train de les regrouper. Tu peux la tenir? Tu la prends par le flanc, tu lui retournes la tête et tu la bascules. Elles ont une sacrée force, les bougresses. Tu trouves? Celle-là, c'est pourtant pas la plus nerveuse. Attention. Elle a été sage. C'est bon, elle peut repartir. Quel effet a la campagne sur les gens, selon toi? Qu'est-ce que ça fait quand on passe son temps dehors? Il y a des moments en été, quand je suis dehors avec les moutons et les chiens, où je ressens un bonheur immense. Ça me procure beaucoup de liberté, même si ça représente aussi du travail, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. J'adore être dehors, je ne peux pas m'imaginer revivre en ville. Penses-tu que la vie à la campagne est inscrite dans ton ADN? Tu as grandi avec des moutons, c'est ça? Oui, mon père dit que j'ai passé trop de temps à ses côtés quand j'étais petite sur le siège passager, et que c'est comme ça que j'ai attrapé le virus. J'ai eu une enfance à la Tom Sawyer. Et j'en suis très reconnaissante à mes parents. C'est pourquoi j'ai voulu revenir aux sources. La nature nous fait du bien parce qu'elle touche nos sens. Elle nous plonge dans la conscience sensible. Et celle-ci crée toujours un pont avec la plénitude. On peut associer plus étroitement nature et habitat, y compris en ville. Mais il faut pour cela repenser les concepts de mobilité. En réduisant le nombre de voitures, en créant des plateformes de mobilité puis en passant au tout vélo, on libérerait de l'espace que l'on pourrait revégétaliser. Il y a une étude intéressante qui a été menée auprès des habitants du Grand Londres. On leur a demandé quel était leur degré de bonheur au cours de la journée. Il s'est avéré que leur sentiment de bonheur était plus fort lorsqu'ils marchaient dans une rue avec des arbres que lorsqu'ils marchaient dans un environnement entièrement bétonné. Le bruissement du vent dans les cimes, les promenades en forêt. Une promesse de bien-être pour beaucoup, mais pour être honnête, je n'ai pour ma part aucun talent pour les séjours nature. Chaque fois que je campe dans les bois, je me fais agresser par les moustiques. La nuit, je suis à moitié morte de froid. Et quand je vais aux toilettes, je m'assois à coup sûr sur des orties.
Sans oublier l'orage qui éclate soudain, avec le vent qui se déchaîne contre la tente et les trompes d'eau qui se mettent à tomber. Et dire qu'à la base, l'habitat est censé protéger des aléas de la météo. Les premiers chasseurs-cueilleurs qui vivaient il y a 30 ou 40 000 ans à l'époque glaciaire étaient encore à proprement parler des hommes des cavernes, comme en témoignent les nombreuses découvertes archéologiques. Alors que les derniers chasseurs-cueilleurs au Mésolithique, avant l'introduction de l'agriculture, vivaient dans des sortes de huttes. Ce n'était pas forcément une protection contre les assaillants, comme ce sera le cas ensuite au Néolithique, où on verra apparaître des remparts et des clôtures pour se défendre contre de potentiels ennemis. Là, il s'agissait simplement de s'abriter des éléments comme le froid ou la pluie. La grotte de l'Homo urbaniensis d'aujourd'hui ne doit plus seulement me protéger des intempéries. Elle doit surtout et avant tout refléter ma personnalité. Au lieu d'une peinture rupestre, un Pollock accroché au mur. Au lieu d'un feu de camp, une cuisinière à induction qui en jette. Au lieu d'une peau d'ours, un canapé design. Et soudain, ma vie se complique. Comment diable dois-je aménager mon appartement pour m'y sentir bien ? Où est-ce que tu l'as déniché? Dans un magasin qui n'existe plus, malheureusement. À l'époque, nous habitions Paris. Et cette baignoire faisait partie des modèles d'exposition. Nous avons tous les deux eu un véritable coup de cœur. On s'est dit, nous aurons une baignoire orange. J'adore. On peut tenir à deux dedans. Carrément, c'est super. Les mauvaises langues disent que nous avons une baignoire dans le salon, parce qu'ils ne voient pas la porte coulissante. Je dirais plutôt qu'elle est dans la chambre. Pour nous, il est important qu'il y ait toujours un peu de lumière du jour qui passe. Et si on se lève tôt le matin et que l'autre est encore au lit, la lumière est amplement suffisante pour prendre une douche. Mais on entend tout ce que l'autre fait. Moi, je pourrais pas. Quand je prends ma douche, mon compagnon dort encore. Je n'ai absolument aucun goût. C'est un fait. Vraiment. Donne-moi 3 astuces pratico-pratiques pour embellir mon appartement à moindre coût. Le plus important, selon moi, est de suivre la célèbre formule de Miss van der Rohe. Less is more. Pour nous, ce n'est pas la quantité de mètres carrés qui compte, mais la qualité. Comme tu peux voir, il n'y a rien de superflu ici. Le moindre millimètre est pensé, et c'est ce qui permet d'avoir un intérieur épuré. Donc, je jette. Ne jette pas forcément tout, non. Fais le tri dans tes affaires et garde ce qui te plaît vraiment. Tu as certainement chez toi des objets qui te tiennent à cœur. Oui, une chaise de ma grand-mère et un bureau. Très bien. Ce sont donc les pièces phares autour desquelles le reste va s'articuler. On peut évidemment accroître son bien-être en aménageant un lieu de manière raisonnée. Repeindre son appartement en vert et bleu, par exemple, pour faire entrer un peu de nature et se sentir bien chez soi. Du point de vue climatique, les surfaces en bois et en argile absorbent l'humidité pour la restituer ensuite. Il ne sera donc peut-être plus nécessaire un jour de climatiser. Autrement dit, on peut lutter contre le réchauffement en changeant les normes techniques. Je pense que bien vivre chez soi, c'est pouvoir rester chez soi. Or, aujourd'hui, la plupart des gens quittent leur appartement hors de prix tôt le matin, vont travailler pour gagner l'argent qui leur permet de le payer et n'y retournent que le soir après le travail, si tant est qu'ils arrivent à y dormir. Il faut que je me trouve une lampe. Toutes les tiennes sont vraiment belles. Bon, merci. Oui, enfin, de ma part, ce n'est pas un grand compliment, tout m'impressionne. En fait, chaque objet ici est emblématique d'une époque. Cette lampe, par exemple, vient de mes parents. Ils l'avaient installée dans leur salon. Nous l'avons récupérée quand ils ont refait la déco de leur maison. Idem pour la chaîne hi-fi. Elle date, mais elle fonctionne encore, et je l'aime bien. Nous choisissons des objets qui sont marqueurs d'une époque et qui font le pont entre les générations. C'est un très très bel appartement. Mais je dirais pas qu'il est douillet.
Qu'est-ce que tu penses de la tendance Hugues? Tu sais, on s'enroule dans un plaid. C'est pas pour nous. Au fond, ce sont nos toilettes qui expriment le mieux notre façon de vivre. Elles sont vides. Il y a une machine à laver, les WC et un lavabo. C'est tout. Je ne pense pas que l'architecture ou la ville de demain sera aussi scintillante, technique et épurée que celle façonnée par les principes du modernisme. Regardez comment on a construit les villages et les petites communes en Allemagne et en Scandinavie. On a utilisé l'argile des environs, le bois de la forêt d'à côté. En Scandinavie, on a beaucoup de toits en chaume, autant de matériaux que l'on redécouvre aujourd'hui. Je pense que le modernisme a compris beaucoup de la psyché humaine, mais pas tout. La preuve avec une tendance comme le Hygge, qui vient répondre à certaines aspirations. Quand on tape Hygge sur Google, on voit une fenêtre niche, une peau de mouton, un plaid ou encore un feu de cheminée. On aime regarder dehors depuis un endroit protégé comme une fenêtre. C'est un fait. Entre, c'est super cosy. C'est ici que vous dormez? Oui, dans ce petit lit. C'est encore un peu en chantier, mais bon. Ça brûle encore? Oui, mais j'en ai remis un peu quand même. Il est encore bon? Oui, il est frais. Quelle serait ta définition du confort? Celle-ci. C'est Hygge? Hygge? Oui, un poêle à bois, une miche de pain et des animaux autour de moi. Bref, le bonheur. Et des couvertures. Beaucoup de couvertures. Tu as fait le plein. De quoi a-t-on vraiment besoin en termes de confort? Qu'est-ce qui est indispensable selon toi? La chaleur, c'est l'essentiel. C'est comme ça que je me sens bien. Et en termes de confort, de quoi est-ce que j'ai besoin? Eh bien, d'un lit. C'est tout. De quelque chose de bon à manger. Et puis de mon ami. Vous arrivez à tenir à deux ici? Oui. Actuellement, la tiny house est ultra tendance. Tu crois que ça suffit comme espace de vie? Je sais pas, c'est à chacun de décider de combien d'espace il a besoin. Je dirais qu'on a besoin de moins qu'on ne le pense. J'aime bien garder mon intérieur propre et plus c'est petit, plus vite le ménage est fait. Ça fait partie des avantages. Tu peux être dans la plus belle et la plus grande des maisons. Si tu ne t'y sens pas à l'aise ou si tu n'as pas l'impression d'être chez toi, cela ne t'apportera aucune satisfaction. C'est comme si tu avais le plus grand jardin du monde. Tu le considères comme une extension de ton espace de vie? Ah, question intéressante. Je ne le vois pas comme un espace de vie, mais comme un espace où je suis, que j'utilise et où je peux être, tout simplement. Le nombre de mètres carrés dont une personne a besoin dépend beaucoup de l'espace extérieur dont elle dispose et de l'espace alloué à la communauté, au vivre ensemble. Le succès de la tiny house le montre bien. Les gens arrivent à se contenter d'un tout petit espace s'ils ont la nature autour d'eux. Si nous voulons exister encore longtemps sur cette terre, chacun d'entre nous ne pourra pas continuer à vivre dans de grandes surfaces. Tout le monde ne pourra pas disposer de 150 mètres carrés, non seulement en raison de l'espace qui est limité, mais aussi de l'énergie nécessaire et de l'empreinte écologique. Nous consommons actuellement 4 fois ce que la planète peut donner. Nous devrions regarder ce qui se passe dans ces mètres carrés. Plus on est heureux en famille ou en couple, moins on a besoin d'espace. Dans les familles malheureuses, on cherche beaucoup à s'éviter, je crois. Peut-être devons-nous redéfinir ce que signifie habiter. Bien sûr, je passe beaucoup de temps dans mon appartement, mais je vis aussi beaucoup dans d'autres endroits. Mon café préféré, le bar de quartier, le parc pour pique-niquer avec les copines, la piscine les chaudes journées d'été. Et si je considérais ma ville ou mon village comme mon espace de vie? Le Corbusier avait en tête un objectif similaire. Il ne voulait pas construire un bâtiment anonyme pour des individus isolés,
mais une maison vivante qui fonctionne comme une ville, avec des rues, des commerces et un voisinage convivial. C'est parti pour un petit tour en ville. Bonjour. Les couloirs sont particuliers. D'accord. Ils font toute la longueur du bâtiment. On pourrait tourner un film d'horreur ici, avec le téléphone qui sonne. Quelques chanceux possèdent des racks à vélo dans les couloirs. Mais ils sont rares. La liste d'attente est très longue. On va aller au deuxième. On est arrivé? Oui. Quand la porte s'ouvre, il faut toujours vérifier l'étage. Oh, une étoile de Noël. C'est l'appartement associatif. On vient y boire un café le dimanche et ils avaient organisé un atelier déco pour l'Avent. On est en retard, pardon. Bonjour. On devait arriver plus tôt. Aucun problème. Entrez donc. Enchantée. La corbeille de plage. J'adore. C'est bon, on peut passer à l'apéro. Je vais voir ce qu'il y a dans le frigo. Merci. D'ici, on peut observer les gens. Oui, on ne s'ennuie jamais. Il se passe toujours quelque chose, non? Par exemple, quand les voisins se disputent, je leur dis « Les amis, vous êtes fous. Profitez. La vie passe si vite. » J'ai fait un AVC en 2013, mais heureusement, je connaissais le numéro du concierge. Je ne pouvais plus parler, mais j'ai composé son numéro. Il a décroché et il a dit « J'arrive ». Une fois sur place, il a immédiatement appelé les pompiers. Et vous voyez, je suis encore là. Et pour encore longtemps, j'espère. Tout est parfait ici. Nous avons de merveilleuses fêtes l'été. Oui, j'en ai entendu parler. Il faut réfléchir au lieu de rencontre dans l'habitat collectif. Il y a bien sûr le noyau familial, le logement lui-même. Mais on a aussi besoin d'espaces semi-publics. C'est d'ailleurs souvent le choix des acteurs de l'immobilier aujourd'hui, car les gens ont besoin d'un espace de vie commun où se réunir en sécurité. Ces surfaces ne génèrent pas de revenus locatifs directs, mais elles sont extrêmement importantes pour le bonheur. Tous les grands singes, nous y compris, sont très sociaux et sont étroitement liés par des relations d'interdépendance. Ce besoin de sociabilité n'est donc pas spécifiquement humain ou n'est pas la résultante de l'exode rural et de l'isolement de l'homme moderne dans les grandes villes. C'est quelque chose de profondément ancré dans l'histoire de notre évolution. Ma grand-mère vient d'un village près de Weimar. Et à l'époque, devant les fermes, il y avait un banc où on s'asseyait en fin de journée. Assise sur ce banc devant ma porte, je vois passer du monde. Je peux sourire à quelqu'un qui va me sourire en retour et me parler. C'est déjà beaucoup. Notre supérette. C'est très pratique. Les croissants de ce matin venaient de là. Ils étaient pas mal. Et ici, C'est très beau, j'adore. c'est le portier muet. Le portier muet? Oui, à Marseille, Le Corbusier avait conçu un accueil avec un portier. Mais ici, on n'en a pas voulu. On a ce tableau qui récapitule l'ensemble des rues avec tous les appartements et tous les noms. C'est vraiment bien fait. Oui, Le Corbusier avait du goût. Et voici notre jardin. On a des petits bancs bordés d'hortensias. On ne s'en rend pas trop compte en ce moment. Mais l'été, c'est vraiment joli. Les gens viennent s'asseoir en journée ou le soir pour discuter. C'est un lieu de rencontre. On pourrait définir le bonheur ainsi. Moi, ici et maintenant, faisant partie d'un projet positif, d'un tout qui a du sens.
Je pense que si on s'habituait de nouveau à entendre les bruits des voisins et à partager des espaces, on serait beaucoup plus heureux. Et c'est le changement de paradigme auquel semble aspirer la société, car elle perçoit bien que le chemin actuel, qui est celui de la maison individuelle avec la voiture devant la porte, n'est sans doute pas celui qui nous rendra le plus heureux. Quelqu'un m'a demandé un jour s'il fallait renoncer à posséder des biens. Ma réponse a été « renoncer à être propriétaire ». Le problème n'est pas tant la possession que l'attachement à ce qu'on possède. Il existe de très belles villes avec de magnifiques places. Mais ces endroits sont avant tout des lieux de consommation. Il faut donc repenser l'espace urbain de sorte que ces places magnifiques soient aussi utilisables par ceux qui ne peuvent pas consommer, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir à chaque fois un latte macchiato ou quoi que ce soit d'autre.